La guerre froide des années 60 et 70, une période difficile pour les États-Unis. Bonjour chers amateurs d'histoire. On se rappelle qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout semble réussir pour les États-Unis. Donc ils sont dans une position de domination au niveau économique et même militaire grâce à leur monopole atomique. Ils sont les seuls à détenir l'arme nucléaire. Et d'autre part, le blocus de Berlin va se terminer à leur avantage. C'est un échec pour Staline et ainsi de suite. Donc on a l'impression que les Américains vont peut-être gagner cette guerre froide. Cela dit, les difficultés vont se multiplier par la suite. D'abord, la guerre de Corée ne se passe pas comme on l'avait désiré, et d'autre part, il y a la course dans l'espace qui ne se passe pas à leur avantage au début, avec le programme Sputnik, où Yuri Gagarin, qui est le premier homme à aller dans l'espace, donc un Russe et non pas un Américain. D'autre part, la crise de Cuba a eu l'air de se tourner à leur avantage. Néanmoins, à peu près dans les mêmes années, la situation américaine va de plus en plus se dégrader, notamment avec la guerre du Vietnam et avec également d'autres événements qui vont saper le moral des forces américaines. Pour bien comprendre le pourquoi de la guerre du Vietnam, donc de l'implication des États-Unis dans ce pays pourtant lointain, il faut revenir quelque peu en arrière. On se rappelle que lors de la fin des années 40, en pleine période de décolonisation, l'Indochine voulait se libérer de l'emprise française, mais la France avait refusé, ce qui a donné lieu à une guerre inexpiable, une guerre terrible qui a tourné à l'avantage des Vietnamiens. Suite à ça, en juillet 1954, les accords de Genève avaient abouti au retrait de la France après la défaite de Dien Bien Phu. Alors donc, ces accords n'avaient toutefois pas ramené la paix en Indochine. On se rappelle que le Vietnam devenait indépendant à cette époque-là et qu'il était divisé en deux. Alors, au nord, on avait un Vietnam communiste qui était dirigé par Ho Chi Minh et au sud, on avait un régime anticommuniste qui était assez peu populaire auprès de la population. Alors, ce dernier gouvernement, celui du sud, est rapidement confronté à une résistance intérieure. Alors, c'est le Viet Cong qui lutte de plus en plus contre ce gouvernement vietnamien du Sud, qui était d'ailleurs corrompu aussi, en plus de collaborer avec les États-Unis. Alors donc, les Viet Cong sont rapidement appuyés par le Nord-Vietnam et l'intention du Nord-Vietnam est bien sûr de réunifier le pays à son profit. Alors évidemment, tout cela inquiète les États-Unis. Alors dès 1956, les conseillers américains interviennent au sud du Vietnam pour aider ce gouvernement anticommuniste. Et en fait, on parle de plus en plus chez les spécialistes américains de la théorie des dominos. Alors donc, le secrétaire d'État de l'époque, Dulles, dit que il faut pas laisser tomber un pays sous contrôle communiste au risque de voir tous les pays de la même région passer sous contrôle communiste. Et donc, on a peur que si le Vietnam du Sud devient communiste, tous les autres pays autour, le Cambodge notamment, finissent par passer sous la même allégeance, l'allégeance rouge du communisme. Et c'est l'engrenage, c'est que l'impopularité du régime sud-vietnamien, qui est brutal et corrompu, oblige Kennedy, mais aussi surtout son successeur Lyndon Johnson, à partir de 1964, à intervenir de plus en plus massivement au Sud-Vietnam. Ainsi donc, la guerre du Vietnam oppose indirectement l'URSS, qui soutient le Nord communiste, et les États-Unis qui interviennent directement avec leurs armées. Alors, les États-Unis envoient de plus en plus des effectifs imposants au Vietnam pour reconquérir le pays. Et les effectifs américains atteignent même un maximum de 550 000 hommes en 1968. Alors, les moyens engagés par les États-Unis seront énormes à cette occasion-là. On envoie toutes les armes possibles et imaginables, sauf la bombe atomique elle-même. Mais malheureusement pour les États-Unis, l'armée américaine s'enlise dans ce conflit, qui est vite mal vu par le public américain.
Alors, à cette époque-là, il y aura de nombreux défilés pacifistes contre ce que l'opinion publique considère de plus en plus comme une sale guerre. Effectivement, on emploie des bombardements massifs au Vietnam, on emploie également le napalm. Alors, les journalistes sont sur place, ils peuvent tout filmer, et donc, on se rend compte à quel point on malmène durement la population du Vietnam. Et tout ça scandalise l'opinion publique du monde entier, non seulement les Américains, mais les gens en Europe et ailleurs dans le monde. Et tout ça, d'autant plus que la presse peut circuler librement et filmer comme elle veut. Alors donc, les États-Unis, lors de la guerre du Vietnam, paraissent extrêmement mal. Et vers 1968, les États-Unis se rendent compte qu'ils ne pourront vaincre. Alors donc, cette guérilla tourne à l'avantage des Vietnamiens et de leurs alliés soviétiques. Alors, suite à cela, des pourparlers finissent par être ouverts et ces pourparlers vont traîner longtemps et ils vont n'aboutir que sous le président Nixon dans les années 70. Alors, un accord de paix sera signé en 1973 qui met fin à la guerre du Vietnam. Mais les derniers Américains ne quittent l'ambassade américaine à Saigon qu'en 1975. Et les États-Unis en ressortiront très affaiblis et seront rétifs pendant plusieurs années à intervenir militairement à l'extérieur. Alors évidemment, cette guerre froide devient extrêmement impopulaire au sein de la population américaine. Alors, suite à cela, l'unification du Vietnam au profit des communistes va s'opérer au printemps 1975 et Saigon est aussitôt rebaptisé Ho Chi Minh Ville. Et le bilan de cette guerre est très lourd. Plus de 55 000 soldats américains vont être tués à l'occasion de ce conflit. Mais même si ça semble être une tragédie pour les États-Unis, c'est une plus grande tragédie encore pour les Vietnamiens parce que plus d'1 million de Vietnamiens vont mourir durant cette guerre du Vietnam. Et ces massacres se doublent d'un autre drame, c'est que de nombreux Vietnamiens au sud qui avaient collaboré avec les États-Unis plus ou moins volontairement craignent les représailles des communistes qui installent immédiatement une dictature très dure. Ainsi donc, de nombreux Vietnamiens vont quitter leur pays par bateau, des bateaux chambranlants, à la recherche d'un pays d'accueil. Ce sont les fameux boat people. Beaucoup y vont y perdre leur vie. Ainsi, dans la foulée de ces événements, l'URSS semble profiter du discrédit américain au Vietnam pour étendre son influence dans le tiers-monde. Et en même temps, les Soviétiques vont en profiter pour essayer de contrecarrer leurs deux concurrents communistes, c'est-à-dire les Cubains et la Chine. Alors donc, ils s'assurent de prendre de plus en plus le leadership dans le monde communiste international. Donc, c'est l'époque de Brejnev. Et à cette époque-là, l'avancée soviétique est surtout spectaculaire en Asie du Sud-Est et en Afrique. Cela dit, les Russes vont commettre une erreur, celle de l'invasion de l'Afghanistan. À la fin des années 70, une partie des Afghans entre en résistance contre le pouvoir central, qui était soutenu massivement par l'Union soviétique, et on fomente à cette occasion-là un nouveau coup d'État. Et évidemment, tout ça, ça inquiète l'URSS parce que l'URSS contrôlait à distance l'Afghanistan. S'il y a une révolution chez les Afghans, ce contrôle à distance est compromis. Et c'est la raison pour laquelle, en décembre 1979, l'URSS va envahir brutalement l'Afghanistan. Alors, rappelons-nous que l'Afghanistan est un pays limitrophe de l'URSS, donc un voisin au sud de l'Asie centrale. Alors, pourquoi les Russes interviennent en Afghanistan? Officiellement, il s'agit d'aider un pays frère, c'est-à-dire un pays communiste. Mais ça va au-delà. En fait, l'URSS essaie sans doute encore de profiter du passage à vide que connaissent les États-Unis, qui sont secoués par de nombreux échecs dans les années 70, à commencer par le Vietnam. Alors, cette invasion est extrêmement inquiétante aux yeux des États-Unis et de leurs alliés. C'est que l'Afghanistan est proche des sites pétroliers du Moyen-Orient. Et d'autre part, l'Afghanistan est proche aussi de l'océan Indien. Or, l'URSS cherche depuis longtemps des accès aux mers chaudes. Alors donc, on s'inquiète de la tournure que risque de prendre cette guerre en Afghanistan. Toutefois, l'invasion russe va très mal se passer. C'est que l'URSS, qui déploie pourtant des moyens colossaux, s'embourbe dans le guêpier afghan sans parvenir à mater la résistance islamique soutenue de l'extérieur. C'est qu'évidemment, de nombreux combattants viennent de partout dans le monde musulman, les moudjahidines, et d'autre part,
les Moudjahidines obtiennent l'aide indirecte des États-Unis. Alors, ils reçoivent de l'équipement, ils reçoivent des moyens financiers pour soutenir cette guerre. C'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que Oussama Ben Laden va devenir un allié des États-Unis avant de se tourner contre eux par la suite. Donc, des fois, on crée son propre malin. Ça va être le cas des États-Unis à ce moment-là. Mais revenons à l'URSS. L'URSS, à cette époque-là, était vraisemblablement la première armée du monde, mais elle échoue néanmoins. En fait, il lui arrive la même chose que les États-Unis au Vietnam. Les Russes, tout comme les Américains, ne sont pas prêts à faire face à une guérilla de ce type-là. Donc, l'URSS connaît elle aussi son Vietnam et le conflit s'éternise. Alors, les Soviétiques ne quitteront l'Afghanistan qu'en 1989. Et que se passe-t-il au lendemain de cette retraite? L'image de l'URSS en sort ternie. Et cette guerre provoque de plus une profonde crise morale à l'intérieur de l'URSS, en même temps que le conflit achève d'épuiser les finances du pays. Cela dit, avant l'échec de l'invasion de l'Afghanistan, l'URSS a encore de forts espoirs durant les années 80. C'est que dans les années 70 et au début des années 80, l'URSS apparaît comme la première puissance militaire du monde. À cette époque-là, elle a modernisé et surtout augmenté encore le nombre de ses missiles nucléaires. Et surtout, au début des années 80, elle a installé des missiles à moyenne portée capables de toucher toute l'Europe de l'Ouest. Et c'est alors que le nouveau président des États-Unis, le républicain Ronald Reagan, décide une forte augmentation des dépenses militaires des États-Unis et il prend des mesures pour contrer les Soviétiques. Alors, on va procéder du côté des Américains à une installation en Europe de l'Ouest de missiles de croisière susceptibles d'atteindre le territoire soviétique. C'est la fameuse crise des euromissiles. Alors, l'installation de tels missiles en Allemagne, notamment, rencontre cependant une forte opposition. C'est que de très puissants mouvements pacifistes s'opposent à l'installation des fusées américaines sur le thème qu'il vaut mieux être rouge que mort. Donc, il vaut mieux être communiste que mourir des suites d'un holocauste nucléaire. Alors, l'agitation est permanente et la situation redevient tendue en Europe. Puis, en 1983, enfin, Reagan annonce l'initiative de défense stratégique, plus connue sous le nom de « Guerre des étoiles ». Donc, on reprend le thème de ce film très populaire à l'époque. Alors, il s'agit d'installer des satellites dans l'espace visant à réaliser une sorte de bouclier spatial destiné à protéger le territoire américain. De quelle façon? En détruisant en vol, grâce à un réseau de canons laser placés sur orbite, tous les missiles provenant des bases de l'adversaire. Donc, c'est un projet complètement fou du côté des États-Unis. Est-ce un bluff du côté des Américains ou un projet réaliste? On se rappelle que ces années-là, ce sont les belles années du Connor 64, donc c'est dire à quel point l'informatique n'était pas encore très avancée. Alors, est-ce qu'on est vraiment capable, dans les années 80, d'avoir un réseau de satellites avec des rayons laser qui neutralisent avec certitude des missiles russes? Poser la question, c'est sans doute y répondre. Cela dit, les Russes doivent répondre de façon sérieuse à cette menace américaine au cas où est-ce qu'elle serait réelle. Alors tout ça, ça va nécessiter de la part de l'URSS des investissements financiers considérables. Alors, de part et d'autre, aux États-Unis et en URSS, on investit considérablement dans les programmes spatiaux. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est que c'est un défi qui est lancé à l'économie soviétique parce que l'économie soviétique est beaucoup moins forte à l'époque que l'économie américaine. Alors, le fait que l'Union soviétique mette autant d'argent dans ce programme qui est peut-être inutile, ça va la pousser vers une nouvelle course aux armements qui va asphyxier son économie. L'URSS, qui est de plus en plus épuisée par la guerre en Afghanistan, ne peut plus financer ce projet. Et ça sera le début de la fin pour l'URSS.